On va suivre, les gars. Allez, je partage mon écran. Vas-y. Hop, passer assez vite sur la partie analyse parce que franchement, par rapport à la semaine dernière, il s'est pas passé grand-chose non plus. Attends, hop. Je te mets en plein Je vais écran. juste remonter rapidement l'état. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon, nickel. Là, je suis sur Coin Paprika. Hein, je m'amuse régulièrement à y retourner pour vous montrer l'état du marché en fait aujourd'hui et la correction qu'il y a eu sur les alts. Là, c'est le pourcentage de baisse depuis l'ATH sur tous les projets et le nombre de jours depuis l'ATH. Donc, on voit que sur Bitcoin, c'était il y a 80 jours qu'on était à l'ATH. C'est quand même fou de se dire, tu vois, c'était il y a 80 jours. Quoi. Il y a 80 jours, c'est pas non plus, tu vois, il y a 6 ans. Hein. Mais en fait, en crypto, une semaine, un mois, tu as l'impression que c'est des années. Quoi. Alors que des fois, faut arriver quand même à prendre du recul. Tu as la moitié de tes cheveux en un mois, en fait. C'est ça. Regarde, Solana, c'était il y a 80 jours. Quoi. C'était il y a 80 jours, les gars. C'est un truc de fou. C'était il y a 3 mois. En 3 mois, on est passé de l'extrême bull à l'extrême fear, quoi, en mode c'est bon, c'est la fin. Bon. Alors, il y a eu 63% de correction sur le sol. Sur le Bitcoin, c'est 28-30%. L'Ether, la grosse déception de ce cycle pour le coup, pour l'instant. Hein. Moins 70%. Et l'ATH, c'était en novembre 2021. Donc, ça fait 1246 jours qu'on n'a pas atteint l'ATH sur la deuxième plus grosse crypto. Mais en fait, si on regarde, et vous pouvez vous amuser hein, sur Coin Paprika, en fait, la grosse majorité des alts sont entre moins 60, moins 70, moins 80, moins 90% en dollars par rapport au précédent plus haut du cycle précédent, si ce n'est même, si jamais ils ont eu la chance de faire un ATH sur ce cycle, pourquoi pas, mais globalement, c'est toujours sur le cycle précédent. Et ça, c'est les performances en dollars, même pas par rapport en performance en Bitcoin. Hein. En Bitcoin, on est bien plus bas. Donc les alts, en fait, ce que vous vivez sur votre portefeuille et ce que vous avez aujourd'hui, en fait, tout le monde est dans le même panier. Alors, même ceux qui se disaient, moi, je prends pas trop de risques, je vais sur de l'Ether, sont dans le trou. Voilà. À moins si vous l'aviez acheté sur le cycle précédent, mais je veux dire, là, même des gros porteurs qui ont acheté de l'Ether à 2000, 3000 balles commencent à s'interroger quand même. Hein. Il y a une baleine dernièrement là, qui a vendu 60 000 Ethers là, à perte, puisqu'il l'avait acheté à 2200 $ en 2021. 2200 $ en 2021, 60 000 Ethers qu'il a gardé jusqu'à maintenant, et là, il a capitulé à 1400 balles. Voilà, donc même des baleines aussi capitulent hein, sur des niveaux comme ça. D'accord. Donc l'état du marché. La palme, elle est quand même détenue par EOS, où j'ai vu passer là tout à l'heure, à moins 97% depuis l'ATH. Putain, EOS, il est où? J'ai vu passer dans la liste, c'est pour ça que ça m'a fait rigoler, parce que je me dis, comment ça fait qu'il est encore dans le top 100? Il était en 70e position, je crois que j'ai vu tout à l'heure. 70e. Regarde si EOS. Moins 97. 2500. Ouais. Les cycles peuvent être plus ou moins longs en fonction des projets, mais là, c'est un projet qui est carrément abandonné, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien aussi de trier comme ça un peu par ATH et de voir que des projets qui faisaient partie du top 100, qui étaient chillés par des personnes, se retrouvent clairement au fond du trou. Après, bon, là, même l'USDT, ça serait flippant de le voir faire un ATH bientôt là. Et tu prends même le XRP. Hein. XRP, quand même. Ouais. Hein. Il y a 2653 jours, c'est-à-dire que même malgré la hausse, malgré les sorties qu'ils ont eues là avec les procès avec la SEC, parce que ça a été quand même un sacré merdier pour ceux qui détenaient du XRP, ils ont quand même loupé tout le cycle de 2021 à cause de ça, en partie. Ils n'ont toujours pas dépassé l'ATH du cycle avant. Il y a 2 cycles quand même. Hein. Hein. Bah, c'est un bon stablecoin. Bon, stablecoin, tu vas te faire taper dans les commentaires. Mais globalement, vous voyez, hein, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que quand on parle de buy and hold, je pense que buy and hold sur tous les projets en se disant je vends pas, c'est sûr que ça va remonter et tout, il y a des projets pour qui ça coûte très cher. Et là, la vérité, qu'on le veuille ou non, hein, pour l'instant, en tout cas, y compris pour le XRP malgré la hausse, ils ont très largement sous-performé depuis 2018 le simple buy and hold avec du Bitcoin. Bah tiens, et ça, en fait, c'est valable. Excuse-moi, tri par days from ATH. Comme ça, on va justement lister les quelques projets hormis stablecoin qui sont pris. C'est bizarre. Sandbox, tout ce qui est la GameFi, ouais, dans l'autre sens, je pense. Ouais, mais tu vois, il me le trie pas comme je veux, tu vois. C'est bizarre. Ouais, pas bien marché. Bon, après, Paxos Gold, ça nous intéresse. Ouais, Tezos, c'est la belle boîte française qui faisait la Layer 1. Ouais, bah voilà. Moins 95%. Le Frax. J'en entends plus parler. Donc. Là, tu m'entends?
Ouais, non, non, mais je dis, j'entends plus parler du Tezos, en fait. On Ah entendait oui, pas non, mal du parler à une Tezos, ouais. époque où les mecs, projet français, ouais, on va mettre un peu de permission sur la blockchain et autres. Ouais. Après, le graphe, c'est parce que la tokenomics, l'unlock qu'ils avaient là sur les premières années, elle était éclatée. Il y avait toute la libération des jetons, elle se faisait jusqu'à cette année. Donc je pense que ça va aller mieux peut-être sur le futur, mais là, il a vraiment ramassé. Bah, après, c'était pareil, tu te souviens, Theta? Quand on avait Après Theta, le commencé à nombre de faire personnes. une analyse fondamentale sur Theta, on s'était fait éclater en 2021. Où on expliquait aux gens que globalement, bon, il y avait quand même un certain nombre de choses à redire. On s'était fait éclater, on disait mais non, ça sert à rien, vous êtes des haters, machin, vous verrez quand il sera à 200 balles et tout. Bon, bah voilà. Voilà. Aujourd'hui, il est à 71, moins 95%. Voilà. Mais des L'Ether exemples comme ça, en fait, il classique. y en a plein, hein. L'Ether classique ou qui rappelle à chaque jour qu'effectivement, quand il y a un fork et qu'il est pas suivi, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'aller se coller dessus. Et puis ouais, bah, Mais en fait, tu vois, la plupart des après ATH, c'est c'est sur tous, 2021, hein. C'est bah sur oui, 2021, c'est hein. le Tu vois, dernier la cycle. plupart, c'est sur 2021. Donc bref, vous voyez un petit peu l'état du marché, hein. Ça, c'est valable aujourd'hui pour les alts. C'est valable également aussi pour tous les autres dérivés, hein, que ce soit les NFT et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. D'accord. Sur la partie ETF, je vais passer très vite dessus, mais Zoom un peu, s'il te plaît. Excuse-moi de te couper, mais zoom un peu. Ouais. sur la partie Heu, ETF, là, c'est sur la partie Ether. D'accord. Sur la partie Ether, je passe très vite dessus parce que très régulièrement, je fais le suivi sur ça. Mais vous voyez, hein, on est plutôt, des fois, on a des rentrées, mais globalement, on est plutôt en sortie. D'accord. Sur la partie Bitcoin, c'est différent. C'est-à-dire sur l'Ether, on a plus de sorties que d'entrées. Ah là, tiens, ça me fait mentir. C'est-à-dire que là, maintenant, on est reparti sur des sorties. Mais il y a quelques semaines en arrière, on était sur beaucoup plus d'entrées que de sorties, malgré les sorties qu'on avait sur l'Ether. Donc en fait, il y avait plus d'accumulation de Bitcoin que ce qu'il y avait d'Ether. Mais là, on est reparti sur des sorties. Voilà. Donc pour l'instant, le contexte macro, c'est ça qui interroge en fait. Je pense même pas que ce soit la partie fondamentale et tout, hein. C'est vraiment les liquidités, d'accord, et la partie macro. Voilà. Et ce que fait Trump aujourd'hui avec les tarifs, évidemment, ça aide pas. J'en parlerai plus en détail vendredi pour ceux qui seront là. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte, si on va sur le CME, c'est de voir que la psychologie sur les marchés change beaucoup. Et là, de plus en plus on avance régulièrement vers le prochain meeting qui est prévu le 7 mai 2025, plus on commence à pricer avec une probabilité de plus en plus importante vers une baisse de taux. D'accord. Avant, on était sur une probabilité presque nulle sur une baisse de taux. Et là, petit à petit, avec le marché, les marchés tradis qui baissent, parce que ça joue beaucoup aussi, hein, c'est très lié, on commence à avoir de plus en plus une probabilité vers une baisse de taux. Donc, il va falloir suivre. Et là, de ce que j'entrevois et ce que je vois aussi pas mal sur les réseaux, on est en train de pricer entre une, deux, voire trois baisses de taux sur 2025. Donc, on verra. S'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie, comme ce qu'on a eu, par exemple, avec le Covid, en fait, il y a eu des réunions d'urgence où là, ils ont dit c'est bon, en fait, il y a tout qui casse dans l'économie. Allez, on sort la planche à billets, on baisse les taux, on met même des fois des taux d'intérêt négatifs et puis on imprime, on imprime, on imprime. Et là, on a eu un super gros bull run. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, on est toujours sur des taux importants. On est toujours sur un quantitative tightening, même si depuis le début du mois d'avril, on a une certaine souplesse sur le quantitative tightening, c'est-à-dire qu'il est moins important que ce qu'on avait il y a quelques semaines en arrière, mais c'est pas encore la fin, d'accord. Et tant qu'on n'est pas sur une fin de quantitative tightening, je vous remontrerai sur la partie analyse technique. Pour moi, on peut pas s'attendre à avoir, en tout cas avec une probabilité importante, un bottom sur la paire alt Bitcoin, parce que la paire alt dollar, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Moi, je regarde surtout la paire alt Bitcoin. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Mick, avant que je continue sur la partie analyse technique. Bah, tout simplement, quand on regarde un petit peu le discours qui a été tenu lors du dernier meeting, c'est un copier-coller de celui de janvier, ça bougeait pas. Je pense qu'il y a un certain bras de fer, hein, qui est fait, hein, là, entre Powell et Trump et il faut attendre de voir ce que ça bouge. Effectivement, le marché commence déjà à prédire, une baisse des taux. Il y en a certains qui l'annoncent de manière plus ou moins rapide, de manière plus ou moins forte. Heu, je pense qu'effectivement, il y a quand même plus de chances qu'on en ait, sur 2025. Ça m'étonnerait qu'il attende 2026 pour faire une baisse des taux. Mais il faut attendre. Aujourd'hui, on est tous dans une période d'incertitude. On est tous en train d'attendre, de voir ce qui se passe. Le marché essaie de réagir comme il peut. Voilà, pour l'instant, il y a pas de boule de cristal en disant: «C'est sûr que ça va être par là, c'est sûr que ça va être dans ce sens-là».
Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses avec les taxes douanières dont on pourrait parler autour de Trump, nos dirigeants en Europe qui font n'importe quoi au niveau européen et même au niveau national. Donc je pense que voilà, il y a un climat d'incertitude mondiale qui n'est franchement pas génial et il faut juste attendre, être prêt si jamais ça baisse, à se dire ok, jusqu'où ça peut baisser, se dire ok, est-ce qu'on peut aller racheter encore un peu, mais se dire: «C'est la fin de la baisse», non, j'y crois pas une minute et après voilà, attendre. Pour l'instant, personne peut dire ce qui va se passer en fait, par avance. On peut regarder ce qui s'est passé dans l'histoire, se dire: «OK, il y a une probabilité pour qu'on aille dans ce sens-là». L'idée, je pense, derrière Trump, c'est de se dire: «OK, on va essayer de rapatrier un maximum de choses aux US. On va essayer de péter, l'empire, qui est fait, qui est un peu un empire mondial qui était fait sur les premiers éléments. Les boîtes qui, et là je cite Charles Gave, hein, c'est pas moi qui tient ce type de discours, mais en général, je trouve qu'il a une pensée qui est assez intelligente, de dire que le jus de cerveau est aux US, que la fabrique est fait, globalement en Asie et que les impôts sont nulle part, avec des boîtes qui ont des sociétés, pour la partie fiscalité en Irlande, dans des endroits comme celui-ci, avec des bons montages fiscaux pour ne rien payer. C'est elles qui sont en train de payer le plus, c'est celles qui vont avoir le plus mal. Et après, ces jeux de tarifs douaniers ont à la base pour vocation de tout rapatrier aux US, mais il y a des coûts de production aujourd'hui qui sont tellement élevés aux US sur, on prend de l'automobile, des t-shirts et ce genre de choses, qui ne sont pas compétitifs avec des marchés asiatiques ou des marchés sud-américains et autres, qu'il va y avoir des renégociations qui vont être faites. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est en train de mettre le bazar un peu de partout, ce qui est une bonne chose, je pense. En fait, il y avait besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça va faire réveiller certaines personnes. Il a la capacité à sortir des gros dossiers sur nos dirigeants américains, sur nos dirigeants européens, qui mériteraient de sortir pour exploser un petit peu tout ça. Ça va faire mal à court terme, mais à long terme, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le marché, il sait pas où il va et les marchés financiers, ils aiment pas l'incertitude. Ça, c'est sûr et certain. Là, il déteste ça. Et moi, justement, j'ai fait un tweet dernièrement là-dessus que je vous invite à lire, hein. Il est pas ultra long et je vais pas le revoir ici. Peut-être que j'en parlerai plus ce vendredi. Mais pour vous résumer le truc, c'est ce que je disais, c'est que Trump essaie de faire chuter la bourse d'au moins 20% pour faire provoquer une fuite vers les bons du Trésor, parce que normalement, c'est censé être dans la tête des investisseurs quelque chose de plus sécuritaire que les actions, parce que du coup, moins volatile. Et du coup, bah, vous savez que quand on augmente le prix des obligations, on a les taux qui baissent, ou à l'inverse, quand on a les taux qui augmentent, on a le prix des obligations qui baisse, hein, d'accord? C'est inversement, d'accord? Et donc moi, ce que j'ai dit, c'est que cela, ça incitera la Fed du coup à réduire les taux d'intérêt afin qu'ils puissent refinancer la dette à près de 0% et provoquer une spirale déflationniste qui abaissera le coût de tout. Donc en fait, pour moi, c'est un peu un jeu que fait Trump aujourd'hui en essayant de créer de la panique, créer de l'incertitude pour forcer en fait la Fed et Jérôme Powell à baisser les taux et remettre en place la planche à billets parce que de toute façon, les États, alors on parle des États-Unis, mais globalement, la plupart des pays dans le monde vivent au-dessus de leurs moyens, ont une dette bien au-dessus de leur PIB, d'accord, bien au-dessus de 100% de leur PIB. Donc, c'est les dettes qui sont irremboursables. En plus, là, ils arrivent avec des obligations à échéance. Il y a plus de 7 trillions d'obligations qui arrivent à échéance. Et donc, si il veut les refinancer, parce que de toute façon, il peut pas sortir cet argent-là, d'accord, pour payer en fait ce qu'il doit en termes d'intérêt. Donc, s'il veut refaire un roulement en fait sur les obligations et les refinancer, bah, il a autant à les refinancer s'il peut avec des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, donc de forcer la Fed à baisser ses taux. Et donc, bah, tout ce qu'il est en train de faire, c'est justement par rapport à ça. D'accord, faire en sorte de aller repousser encore plus loin la dette, encore réimprimer de l'argent, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Voilà, aujourd'hui, les États, ils sont bloqués, c'est-à-dire que c'est soit ils se bouffent l'inflation, enfin, soit ils essaient de conserver l'inflation, ils augmentent les taux, mais d'un autre côté, ils ont besoin d'argent facile, parce que s'ils ne le font pas, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui vivent sous perfusion et ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Donc, s'ils décident d'actionner le deuxième levier qui n'est pas celui des taux, mais qui est de la planche à billets, bah, ils augmentent l'inflation. Mais du coup, ça va un peu mieux pour les liquidités et puis pour financer leurs dettes, etc. Puis même aussi pour diluer leurs dettes, parce que quand tu crées de l'inflation, tu dilues ta dette. Donc en fait, ils sont bloqués entre les deux. En fait, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix que de remettre en place la planche à billets. Voilà. L'idée, c'est qu'ils le fassent pas n'importe comment pour pas qu'on soit sur une inflation qui soit hors de contrôle. Mais quand même, en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'ils le fassent parce qu'ils ont aujourd'hui tous les États ont plus le choix. Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est aujourd'hui
l'un des derniers à pas avoir encore mis tout de suite en place la planche à billets. On va en reparler un peu tout à l'heure sur l'augmentation de la M2. En Chine, ils ont déjà commencé à le mettre en place. En Europe, on a déjà commencé à le mettre en place. Enfin, bref, il y a plein de pays dans le monde, en fait, les banques centrales ont déjà commencé à remettre en place la planche à billets. Aux États-Unis, c'est pas encore le cas. Et je pense que le jeu de Trump, là où les mecs se disent, en fait, le mec, il est imprévisible, le mec, il fait n'importe quoi, c'est le dernier des teubés. Moi, je pense pas. Je pense que ce Non. qu'il est en train de faire, en fait, c'est mûrement réfléchi et qu'il est en train de faire exactement ce qu'il avait fait en 2018 avec les tarifs. Parce que, en fait, les gens ont oublié un peu ce truc-là, mais il y a des similitudes super importantes d'un point de vue macro entre 2018, d'un point de vue tarif, etc., et ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, l'objectif, c'était de baisser les taux, c'était de remettre en place la planche à billets et tout pour refinancer la dette et puis repartir sur des plus hauts sur les marchés financiers, etc. D'accord? Le contexte macro Il y a était un déjà peu différent, besoin mais Je pense qu'il y a déjà besoin d'assainir un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui, on est sur des produits, des structures financières qui ne sont pas du tout saines, comme on a pu le voir déjà aux alentours des 2008. Et l'idée, comme tu le dis, hein, c'est un mec qui est loin d'être bête. Il sait il a appris, je pense, de son premier mandat, où par exemple, il avait fait un gros cadeau fiscal à beaucoup de très grosses structures en disant si vous ramenez de l'argent aux US, où qu'ils viennent, vous payez que 10% de taxes, ce qui était un gros cadeau fiscal, ce qui avait permis de rentrer de l'argent dans les caisses. Et qu'aujourd'hui, comme tu dis, hein, c'est le jeu de qui déclenchera la planche à billets en premier et qui se fera dévaluer le plus rapidement. Il essaie aussi de redollariser un petit peu certains espaces, de redonner un peu de pouvoir à ce dollar. Mais s'ils font tourner la planche à billets trop rapidement, de manière incontrôlée, bah, ça va juste tout s'écrouler. Et en Europe, je pense que certaines personnes commencent à le prédire. Et là, je suis assez d'accord avec elles. C'est que s'ils cassent le jouet qu'ils ont de la planche à billets, on va passer à de l'euro numérique beaucoup plus rapidement que prévu. Et ça, par d'ailleurs, contre, ça va être la fin, ça va être la fin pour nous en Europe, en tout cas. il y a un Et ça article me que je vous invite à lire, vraiment, sur, que Ray Dalio a écrit. Donc, Ray Dalio, c'est un multimilliardaire, un hedge fund manager de Bridgewater, d'accord. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il explique aussi que ce qu'on entend aujourd'hui parler sur les tarifs, c'est pas vraiment ce qui se passe en arrière-plan et que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est pas du tout que les tarifs. C'est-à-dire qu'on entend parler de ça parce qu'on se dit oh là là, il fait n'importe quoi, mais ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça. Et il rejoint en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord, que l'objectif c'est de refinancer la dette, que de toute façon la planche à billets, il y a pas trop le choix. Donc ça rejoint en fait, hein, d'accord, ce que dit Ray Dalio. Je vous invite à lire son article. Bah, ce qui est Je l'ai un pas. peu surprenant et un peu flippant, juste pour compléter, quand on regarde, bah, justement les gros investisseurs, mondiaux et qu'on prend Buffett, il a jamais été aussi liquide. Donc quand on se Ouais, il dit qu'un a mec qui a 130 milliards, 95 ans 130 milliards. 95 ans, qui a connu je ne sais combien de crises, avec des performances extraordinaires, si tu te dis que lui, il est vraiment liquide et qu'il re-rentre pas encore sur le marché, c'est qu'il y a encore, il pense lui en tout cas que le marché va encore baisser. Et c'est plutôt ce genre de personnes qu'il faut, je pense, suivre et regarder, voir les mouvements qu'elles ont et se dire: «OK, est-ce qu'on est sur une reprise ou est-ce qu'il va falloir patienter encore un peu?» Et de mon avis, il va falloir patienter encore un petit peu. Et quand lui, il va commencer à se repositionner, s'il est encore vivant et j'espère qu'il le sera, là, il y aura peut-être effectivement des performances à venir, mais peut-être pas, à court terme. Bah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucun signe. Ceux qui vous disent c'est boule, c'est sûr, ça va augmenter et tout, je comprends pas sur quoi ils se basent en fait. Tu peux regarder la M2, tu peux regarder plein de trucs, mais aujourd'hui, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un éclaircissement d'un point de vue macro tout de suite en fait. Leur On reste quand portefeuille, même. ils espèrent qu'il y en a Oui, qui rachètent le portefeuille rapidement. c'est ça. C'est juste ça, c'est de l'espoir. Ouais, c'est de Mais l'espoir. d'un point de vue macro et quand tu regardes un petit peu tous les économistes et autres qui ont de la bouteille, je ne vous parle pas de mecs qui traînent, sur des chaînes d'infos, basiques, ils sont tous à peu près unanimes dans ce sens-là quand tu regardes les chiffres, les fondamentaux et autres. À court terme, c'est pas bon. Ouais. À court terme, pour l'instant, ça interroge. Et sur la partie crypto, tout de suite se dire ça va repartir en bull run là dans la semaine qui va suivre. Bon, on verra. On verra, mais pour l'instant, regardez, hein, la dominance du Bitcoin. Là, je vais partir rapidement sur l'analyse technique. Je vais passer assez rapidement dessus, mais je vous refais pas tout le laïus. Hein, dominance du Bitcoin en pourcentage en weekly. Bon, bah, vous voyez qu'on est toujours sur une augmentation. Et pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne toucher là. Qu'on vienne toucher les 66, voire si on continue, hein, parce qu'il est tout à fait possible que ça aille au-dessus. Sur le cycle d'avant, on est monté à 73, hein, presque 74% de dominance. Hein. Là, aujourd'hui, on en est à 63. Donc, bah, si ça continue de monter, qu'on s'arrête pas là et qu'on décide d'aller toucher la bande supérieure, bon, bah, évidemment, les altes vont encore pas mal saigner par rapport à ça. Il y a plusieurs niveaux que j'observe
sur la partie Bitcoin. Je vais enlever ça, ça m'emmerde. Hop, voilà. Je vais zoomer un petit peu plus. Je vous ai mis quelques retracements de Fibo pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair, d'accord, par rapport au dernier mouvement de marché. Donc là, en fait, beaucoup sont en train de dire, on a eu le top, là, on a eu finalement le dead cat bounce, et là, on va aller chercher du coup le bear market, d'accord. Ça, c'est le scénario globalement qu'on voit beaucoup. Et ce que je disais avec Théo, c'est que nous, en fait, on aimerait qu'on vienne retoucher ou qu'on vienne retitiller l'ATH du cycle précédent. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Hein. L'ATH du cycle précédent, c'était les 69 000, hop, si je ne me trompe pas, entre 69 000, 65 000, etc. Et qu'on vienne retoucher en fait ces niveaux-là. Et moi, c'est la zone que je vous ai dit. C'est-à-dire que si derrière, en weekly ou en monthly, on vient clôturer en dessous du précédent plus haut du cycle précédent, c'est quand même un signal très fort, tendance long terme de plus la merde pour la côté crypto. Parce que si par contre, on vient descendre, on vient retitiller la TH du cycle précédent, on a des mèches de capitulation, des gens qui vendent, pourquoi pas descendre à entre 70 et 65 000, hein, d'accord, hein, ça peut aller jusqu'à 65 000 balles, hein, d'accord. Il y a même des fois qui parlent de 55 000 ou 50 000 balles pour le Bitcoin avec des mèches. C'est possible, d'accord. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Hein. C'est très compliqué de se faire une idée là-dessus. Mais en fait, moi, je vais vraiment regarder les clôtures. C'est-à-dire que j'aimerais, en tout cas, pour rester assez optimiste sur la suite, sur la partie crypto, qu'on vienne consolider sur ces niveaux-là. Et d'ailleurs, pour moi, le scénario le plus probable, c'est que ça continue de baisser. Qu'on vienne consolider sur ces niveaux-là et qu'on vienne après, par la suite, avoir des grosses mèches de capitulation. Et plus on va descendre bas sur les mèches de capitulation, mieux ce sera. Parce que plus on descend bas, rapide et fort, plus en général, on remonte très vite et fort. Je vous invite à regarder ce qu'on avait eu lors du Black Swan du Covid. Hein. En général, c'est arrivé très, très vite, très, très fort. Et après, on a eu un bull run super, super important. Donc là, il faut voir. Pour l'instant, là, ceux qui vous disent on repart en boule, on repart en boule. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais là, sur le graphique, en tout cas, il n'y a rien qui est positif. Hein. Il y a même des death cross qui commencent à arriver un peu de partout. Si vous regardez les moyennes mobiles 50, les moyennes mobiles 200, on commence à avoir des croisements qui font pas, d'un point de vue technique, qui sont pas forcément ultra positifs. Par contre, attention de ne pas baser toute votre analyse uniquement sur l'analyse technique, parce qu'on est quand même sur un marché aujourd'hui qui est très peu liquide par rapport à ce qui existe à côté, et que rapidement, sur une simple news ou sur un gros acteur qui arrive ou qui déciderait d'investir quand même pas mal d'argent dessus, on peut avoir une invalidation de plein de niveaux. Hein. C'est valable sur des alts, c'est valable sur de l'Ether, c'est valable sur du Bitcoin. Donc oui, on peut suivre éventuellement ce qui peut se passer, mais attention, là on est quand même sur des niveaux où tout peut changer très rapidement. Et, là, aujourd'hui, on est en train de pricer des récessions, la fin du monde, quoi, globalement. Si demain, en fait, il y a un vrai changement de la part de la Fed ou quelque chose qui était pricé qui devient positif, en fait, dans les yeux des investisseurs et de ceux qui décident de prendre des risques aujourd'hui, ça peut très rapidement se changer. Et d'ailleurs, les liquidités en crypto sont là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stablecoins, hein, d'accord, qui sont en attente de se dire, tiens, d'un point de vue macro, ça pue. Le jour où ça switch, les liquidités pour aller remettre cet argent-là sur les ALT, sur de l'Ether, sur du machin, ça peut très rapidement venir. C'est pour ça que les changements, ils s'opèrent de manière très soudaine et de manière très spontanée. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de faire du timing de marché en crypto, en bourse et tout, et que c'est très souvent pas intéressant, même pour les particuliers, ni même pour les professionnels, parce que les performances que vous avez sur ce genre d'actifs, les actions et les cryptos, ça se fait sur très peu de jours. Et que suffit que vous loupiez les 10 meilleurs jours, par exemple, sur une année, bah, vous pourriez normalement, si vous restiez investi 365 jours, bah, vous étiez normalement peut-être sur des performances positives. Si vous loupez les 10 meilleurs jours, peut-être que vous êtes à 50% dans le trou, en fait. Parce que vous avez loupé les 10 meilleurs jours, parce que vous avez essayé de timer. Et c'est ça un peu le souci aujourd'hui. Donc les niveaux que j'observe, moi, c'est pour l'instant ceci que j'ai mis là. Et pour l'instant, pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue de descendre. Sur l'Ether, attends, pareil, juste prendre ouais. une question là de Martin justement sur cet élément-là. Est-ce qu'à l'image du Q1 et du Q2 qui étaient censés être bons, mais au final dégueulasses, on pourrait avoir un été complètement explosif? Pour l'instant, il n'y a aucun élément en fait qui donne une temporalité. Tant qu'on n'a pas atteint le bas et qu'il y a un début de redépart, on ne peut pas savoir. Mais en fait, ça dépendra de la durée du bras de fer et de la vitesse à laquelle la Fed va baisser ses taux. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucun élément qui peut dire on va dans un sens à 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Après, qu'on ait un allongement du cycle du Bitcoin, moi, ça ne me paraît pas non plus complètement démesuré.
on était sur des cycles de 4 ans. Quand on regarde certains graphiques, on pourrait être sur un cycle qui est plus long. Après, c'est juste une question de temporalité. Mais là, se dire sur cet été, c'est sûr qu'on sera bon, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous dire c'est sûr, on est reparti en fait. Non, en fait, dans son raisonnement, c'était de dire en fait que historiquement parlant, normalement Q1, Q2, c'était censé être des très bons trimestres sur la partie crypto et surtout, par exemple, en l'occurrence sur 2025, et que peut-être ce sera décalé sur la partie été où normalement et historiquement parlant, c'est plutôt une période où il se passe pas grand-chose et une période où il y a de latéralisation, voire une baisse. Et là, peut-être que ce sera différent. Mais ça reste de la spéculation pure et dure. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je pense pas que la baisse soit terminée. Il y a toujours des incertitudes. Il faudra voir, comme tu dis, les bras de fer. Il faudra voir un peu ce qui se passe. Mais dans des périodes comme ça, quand il y a énormément d'incertitudes, d'un point de vue sentiment aussi de marché, c'est très souvent des périodes qui sont intéressantes pour ceux qui souhaitent accumuler des cryptos. Et on le voit, hein, les alts aujourd'hui sont éclatés. Je veux dire, ça peut toujours descendre plus bas, mais il y a un moment donné, quand ça remonte très vite, très fort. Et là, c'est très compliqué de pouvoir récupérer le bac qu'on a vendu en essayant de le racheter plus bas. Mais voilà, c'est dans les périodes où il y a le plus d'incertitude, le plus de peur, le plus d'anxiété que vous faites les meilleures affaires. Nous, c'est ce qu'on a eu par le passé. Et que si vous avez une vraie vision long terme, a priori, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas gagnant dans les prochaines années. Mais sur le court terme, écoutez, c'est un peu compliqué. Voilà. On n'a pas de boule de cristal. On est un peu comme vous. Il y en a qui vont être full bear en disant c'est bon, on va être en bear market. Il y en a d'autres un peu comme nous qui vont être mitigés un peu entre les deux en se disant bon, là on est quand même plutôt, ça pue quand même. Hein. C'est-à-dire d'un point de vue macro, ça sent pas bon, mais quand même il y a des similitudes par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Je vois pas un cycle complet non plus. Ça paraît, hein, on peut débattre là-dessus, hein, mais un cycle complet avec une dominance du Bitcoin qui fait qu'augmenter. On arrive en bear market, ça fait qu'augmenter et il n'y a pas une rotation sur les alts. Ça, c'est une dominance à 95% et puis c'est tout. Voilà. Ça s'est jamais vu en fait historiquement. Ça s'est jamais vu. Quand même... Donc après, ça peut être des scénarios, hein, de se dire en fait, c'était par le passé parce qu'il y avait des poches de liquidité sur la partie ETF et que maintenant ça ne va pas dessus. Mais quand tu prends les chiffres, ça marche pas. C'est-à-dire que la grosse majorité des liquidités, c'est pas sur les ETF, c'est on-chain. Donc, ça représente 5% à peu près de la capitalisation que tu as sur les ETF par rapport à Bitcoin. Je sais plus, c'est 40 milliards ce que ça représentait. 40 milliards chez BlackRock, par exemple, 40 ou 50 milliards. C'est Bitcoin, c'était presque 2 trillions. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois, de se dire aujourd'hui, il va pas y avoir de rotation sur la partie alt. C'est pour ça que peut-être que les fameux cycles de 4 ans, ça reste un scénario. On verra hein, un peu comment ça va se passer. On va découvrir ça ensemble, les gars. Mais peut-être que la partie cycle de 4 ans, ça sera plus vrai. Bah, tu vois là ce que disait Marty, c'est qu'il dit la temporalité n'est pas respectée dès la TH avant le halving. On peut donc très bien avoir un été haussier. Par contre, je ne crois pas du tout à un cycle plus long que les autres. Contrairement aux autres périodes, il y avait quand même d'autres facteurs macroéconomiques à ces moments-là. Et aujourd'hui, on est quand même dans une zone d'incertitude qu'on n'a pas forcément eu. On avait eu le Covid, mais qui n'était pas sur une période qui était censée être en phase euphorique. Et donc, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été pricées avant. Il y a peut-être eu des news. Là, il y a eu l'entrée des ETF qui a impacté psychologiquement également certains prix. Donc, on va voir. Peut-être qu'effectivement, on va voir cet été une phase euphorique. Fin d'année, merci, au revoir. On le souhaite. Hein. Ah oui. On le souhaite à un maximum de personnes. Hein. Mais il faut aussi se prévoir, se dire, OK, si jamais ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes prêt à tenir sur 2026 et à vous dire que vous pouvez encore rentrer sur ces moments-là, faire grossir votre portefeuille, accumuler et sortir uniquement que peut-être fin 2026. On préfère prévoir tous les scénarios et se dire, OK, aujourd'hui, on est peut-être dans une phase de découverte, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est possible. Il faut regarder. En tout cas, aujourd'hui, l'incertitude, enfin, concernant la dominance, il n'y a pas vraiment d'incertitude. Hein. La dominance, pour moi, elle n'a pas topé, elle va continuer d'augmenter. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Au niveau des liquidités sur la partie altcoin, elle n'est pas là. Voilà, il n'y a pas de demande. Là, je vous ai mis les niveaux que j'observe sur la partie Ether, parce que la charte, elle est dégueulasse sur la partie Ether, là, sur les dernières semaines, derniers mois. En fait, depuis l'inauguration, depuis l'élection de Trump, en fait. Il y a eu des buy the rumors, c'est de news à mort. Là, il y a des baisses super importantes. Là, les niveaux que j'observe, c'est là. D'accord. Et ce que je vous avais montré sur la partie Ether, c'est que quand on a eu un arrêt du quantitative tightening, donc juste ici, sur la partie Ether, on a eu le bottom sur la partie Ether Bitcoin, donc les alts par rapport à Bitcoin. Par contre, en dollars, on a continué de saigner. Ça veut peut-être du coup dire que si, et les estimations, c'était à peu près ça, c'est-à-dire que la fin du quantitative tightening, c'était estimé jusqu'à juin.
Ça veut dire que si on a la fin du QT en juin, les gens se disent: «Bah tiens, fin du QT en juin, ça va être hausse sur l'été». Mais regardez, hein, la dernière fois qu'on a eu la fin du QT, alors c'était en 2019, d'accord? C'était pas sur une période qui était censée être période bull run et tout, d'accord? On a eu une baisse, on a eu une petite augmentation, de nouveau une baisse qui allait plus bas que, que les niveaux après la fin du QT, pour ensuite partir en bull run parce qu'on a eu l'impression monétaire, en fait, à partir de ce moment-là. Et la fin de QT veut pas forcément dire quantitative easing, veut pas forcément dire impression monétaire. C'est pour ça que moi, les niveaux en fait que je suis aujourd'hui d'un point de vue technique en dollars, pour l'instant, c'est ça. D'accord. Et je vois pas pourquoi ça continuerait pas de descendre sur l'Ether. Euh, mais la question à vous poser, c'est que si vous me dites, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de l'Ether si vous êtes là sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et que vous croyez à l'Ether, en fait, que vous l'ayez acheté à 1400 ou à 1200, au final, vous vous en foutez. Vous achetez sur des prix bas, comme sur le cycle d'avant, en fait. Si vous avez acheté un Ether pas à 70 ni à 80, mais que vous l'avez acheté à 120 balles, aujourd'hui, vous êtes bon. D'accord. Et c'est ça, en fait, le, le delta et la vision que vous avez du marché en vous disant, OK, si j'ai une vraie vision long terme, bah, en fait, peut-être que là, on est sur des bons moments pour acheter. Si par contre, pour vous, votre vision, c'est sur 6 mois, 1 an et sur ce cycle, et que vous essayez vraiment de bien timer, pour moi, là, le bottom n'est pas atteint. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait atteint alors qu'on est toujours sur une politique de restriction, une restriction des liquidités. En termes de dominance, là, pareil, en termes de dominance, alors là, la dominance de l'Ether en pourcentage, ça revient au reste, à ce qu'on disait et les remarques qu'on avait eues de certaines personnes en live, hein, qui sont totalement fondées pour moi, de dire qu'en fait, l'Ether n'a fait que perdre des parts de marché depuis plusieurs mois maintenant, hein, et que ça a été déplorable et que ces pertes de marché ont été perdues au profit d'autres comme Solana, par exemple, Cardano et tout, et d'autres cryptos. Là, on revient quand même en termes de pourcentage de dominance d'Ether en pourcentage sur le marché crypto aussi bas que le bottom de 2019. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Là, c'est l'équivalent. Si on prend le dominance et qu'on fait le ratio, c'est le même niveau que l'Ether à 70-80 balles. Voilà. Donc, est-ce que ça peut descendre plus bas? Évidemment. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que là, c'est un puissant fond. Hein. Cette dominance, là, pour l'instant, donc on verra. Et peut-être que justement, on aura besoin d'aller sur des niveaux de prix et sur des niveaux d'un point de vue graphique que les gens n'ont pas envie d'aller, justement pour que la Fed se dise, putain, il y a un truc qui se pète. Et pas que en crypto, parce que ce que vous voyez là, en fait, c'est valable aussi sur la partie bourse. D'accord. Et que justement, bah, c'est très lié. Et si à un moment donné, on veut avoir une intervention de la Fed ou forcer une intervention de la Fed, réimprimer de l'argent, etc., et redonner envie aux investisseurs de prendre des risques et d'aller sur les actifs risqués, bah justement, il faut que le prix aille là où les investisseurs n'ont pas du tout envie qu'il aille. Donc là, en fait, on est tous en train de regarder ces niveaux-là, là, de support, et peut-être qu'on a besoin d'aller le breaker, ce truc. Donc on verra. Ouais, parce que la Fed, elle s'en tape de la crypto. Hein. Il faut être honnête. Hein. Eux, ce qui les Bah, intéresse, c'est les marchés financiers traditionnels, c'est les gros flux monétaires. La crypto, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et nous, on est en train de spéculer sur une goutte d'eau dans l'océan. Donc, prenez du recul aussi un petit peu et regardez ce qui se passe de manière beaucoup plus globale. Et vous verrez qu'en fait, quand ça ira mieux déjà d'un point de vue global, à la crypto, il y a de fortes chances pour que ça reparte aussi bien correctement. Après, là, du coup. Attends, je reprends une question. Je te coupe parce que j'ai vu une question qui était intéressante aussi. Je n'arrive pas à la retrouver. Ah si, voilà, elle est là. Aura Production qui dit on a fait moins 35% sur BTC en mars 2017 sur plusieurs semaines, donc je ne vois pas en quoi c'est inquiétant actuellement. Alors, on reste aujourd'hui dans des corrections qui sont standards par rapport au cycle précédent, même en 2021, hein, la correction elle avait été assez costaud. Mais après, c'est les facteurs de marché qui sont différents. Autant on avait des capitaux qui étaient à disposition à l'époque pour faire repartir rapidement, autant aujourd'hui, on n'a pas forcément ces capitaux, donc la phase de baisse peut être plus longue. On ne dit pas qu'elle est déjà clôturée, qu'elle n'est pas dans les clous encore à l'heure actuelle. On dit juste qu'elle peut être plus longue. Et donc, au lieu que ce soit peut-être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Il faut juste l'intégrer, en fait, ça. Et on ne peut pas savoir. Dans tous les cas, on peut pas savoir. Parce que le moment où, en fait, vous allez avoir les nouvelles qui vont arriver ou une fin de pronostic de récession, en fait, très souvent, vous allez avoir un prix qui va avoir tellement augmenté et vous allez avoir la news après coup. C'est-à-dire que on va avoir l'info d'une récession, mais en fait, la baisse a déjà eu lieu, alors que la récession, elle arrive, par exemple. Je ne dis pas qu'elle est là maintenant, d'accord. Mais je veux dire, quand on vous parle de récession, très souvent, c'est des idées. Déjà, les gens, ils balancent cette idée de récession, mais il y a quand même des facteurs macro qui disent qu'on est en récession ou non, hein, d'accord. C'est pas un truc qu'on lâche comme ça du jour au lendemain. Mais au moment où on vous dit il y a la récession et tout,
en fait, au moment où cette fameuse récession arrive, le prix, il a déjà tellement baissé que c'est déjà pricé, en fait, globalement, le truc. Et à l'inverse, quand on vous dit on est sur une fin de récession, quand factuellement les chiffres sont bons, les marchés ont déjà anticipé ça et on est déjà bien plus haut que avant qu'on ait cette fameuse news de fin de récession. C'est pour ça qu'en fait, suivre les news, ça pue la merde et que globalement, c'est très compliqué de timer le bottom et de vendre le top parce que justement, il y a toujours un décalage entre les deux. Il y a toujours un décalage entre ce que vous pensez pouvoir faire et les actions que vous allez pouvoir faire avec l'inertie qu'il y a aussi sur le marché. C'est aussi l'efficience des marchés. Les news, aujourd'hui, euh, euh, il y a très peu d'alpha à avoir une news en fait globalement parce que sur internet avant quand vous avez il y avait pas internet, vous aviez la news sur le Wall Street Journal, vous aviez des pumps en fait au moment où il y avait les journaux qui étaient distribués parce que c'était le seul endroit où avec certains médias spécialisés notamment à la radio vous pouvez avoir des informations sur la partie finance. Mais aujourd'hui même si vous avez le tabloïd Bloomberg que vous payez 15 000 balles par an, vous avez quelques alphas. Mais je veux dire aujourd'hui tous les fonds, les gestionnaires, les gros portefeuilles, ils ont ça. Donc en fait ça, c'est la théorie de l'efficience des marchés. Aujourd'hui, c'est de moins en moins remis en question. Et ça a été fait par 2 prix Nobel d'économie, qui s'appellent Eugène Fama et Kenneth, qui l'ont démontré, en fait, et qui prouvent que quand vous vous basez sur une stratégie qui est basée sur les fake news et tout, en fait, très souvent, c'est pas du tout un alpha parce que c'est déjà pricé. Quand vous avez une entreprise qui va présenter son bilan en disant tiens, il est plus ou moins intéressant par rapport à ce qui était attendu. Par exemple, demain, si Coinbase dit tiens, on s'attend à ce qu'il y ait tant de bénéfices ou Tesla, on s'attend à ce qu'il y ait tant de bénéfices et qu'au moment où il y a les profits qui sortent, au final, c'est pas le cas. Vous savez très bien comment ça va se passer. En fait, ça va être directement pricé. D'accord, le truc. Donc il y a très peu d'alpha en fait sur l'aspect news et ça c'est valable aussi globalement en crypto. C'est pour ça qu'aujourd'hui même on se rend compte, hein, si d'un point de vue macro ça va pas bien et si d'un point de vue liquidité en plus ça va pas bien, vous pouvez avoir toutes les bonnes news que vous voulez, ça va pas marcher. Et on le voit. Aujourd'hui, une bonne news, ça dump. Une mauvaise news, ça dump. Parce que le marché n'a pas d'intérêt à remonter maintenant. Parce que le contexte macro fait que ça n'augmente pas. Par contre, quand le contexte macro fait que ça monte et qu'il y a des liquidités, qu'il y a des taux bas, qu'il y a de l'argent facile, il y a du quantitative easing et tout, même les pires scams et les pires projets de merde évoluent avec zéro fondamentaux parce que justement, c'est le moment d'augmenter. Et c'est pour ça qu'il y a un lien super important avec la macro, quoi. Justement, ce que disait Marty, c'est qu'il disait j'en discutais avec des anciens du dernier cycle. Il m'expliquait que le climat actuel ressemble à l'été 2021. Panique, c'est le bear market. Rendez-vous en 2024, etc. J'ai pas ce sentiment-là. À toi de me dire, mais j'ai pas ce sentiment-là. Il y a eu effectivement un vent de panique et autres, mais il n'y avait pas ce sentiment de bear market. Du moins, c'était pas autant annoncé. Si on sort des graphes, si on sort et qu'on prend juste d'un point de vue social, j'avais pas cette impression-là. Parce que j'ai eu des discours où j'ai échangé avec des personnes en début 2021 qui venaient de rentrer dans la crypto en mode ouais, ça y est, je viens d'acheter mes 50 premiers euros Bitcoin qui étaient tout fiers d'eux alors qu'ils venaient de taper le top en 2021 et que je leur disais bah, globalement, on était plutôt assez confiants sur la fin d'année. Pour moi, j'ai pas cette impression-là. Du moins, je l'ai vécu, je pense, de manière peut-être plus décorrélée qu'aujourd'hui. Après, peut-être qu'on passait moins de temps à fond dans les cryptos. Il y a peut-être ça aussi. Parce qu'en 2021, sur cette période-là, je travaillais encore en tant que salarié. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu le ressens, justement, cette période. Mais je trouve que les gens sont plus pessimistes aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être en 2021. Si on prend que d'un point de vue social, hein, pas d'un point de vue factuel. Non, bah ouais, là, il y a un pessimisme, quand même qui est hyper important parce que quand tu fais le bilan, en fait, par rapport à cette période-là, sur 2021, il y avait quand même des alts qui avaient très bien performé. Tu prends la charte Ether, Ether Bitcoin, Alt Bitcoin, sur ces périodes-là, en fait, on était en alt season. En fait, sur début 2021, on était en alt season. Là où, en fait, le contexte macro est différent aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'on n'était pas du tout sur déjà le même président. On avait quand même Biden là sur ces périodes-là, et puis lui, il n'était pas non plus réputé comme étant pro-crypto. Et la volatilité qu'on avait eue quand même sur cette période, c'est là où je rejoins Marty, c'est que, tu vois, on était passé quand même, pour vous donner, là aujourd'hui, on est sur une volatilité, je sais pas, de 25-30% sur le Bitcoin, d'accord? Ce qui est quand même assez standard sur la partie bull run si on prend la volatilité entre un point haut et une correction. Là, je suis d'accord avec lui dans le sens où on a quand même une correction de 55%. On est passé de 64 000, 65 000 $ à 28 000. À 28 000,
pour ensuite repartir à la hausse sur la partie Bitcoin et faire le double top. Donc là, oui, à ce moment-là, beaucoup de gens disaient c'est bon, la correction de 55% en bull run, globalement, on n'en a pas eu énormément, à part dans le cas d'un Black Swan. Donc c'est la fin du cycle. Rendez-vous en 2024. Donc c'est tout à fait Toi, possible. c'était des discours que tu entendais. Moi, j'ai pas à souvenir. Peut-être que tu sais, le cerveau, il améliore les souvenirs avec le temps. Tu sais, c'est toujours moins compliqué après coup. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait vraiment ce pessimisme aussi profond qu'aujourd'hui. Ou est-ce que peut-être que dans 4 ans, je te dirais non, mais c'était exactement pareil. En fait, sur la partie Bitcoin, il y avait un pessimisme parce que les gens se disaient en fait c'est bon, c'est la fin. On a eu l'augmentation et tu as vu l'augmentation qu'il y a eu après le Covid. Hein. C'est-à-dire le mars 2020. Sur le BTC, oui. Sur le BTC, oui, il y avait du pessimisme. Mais sur les alts, j'avais pas sur les alts, non. Non. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde te dit c'est bon, BTC a fait le top, les alts, ils sont morts, ils sont ramassés. Parce que les gens sont souvent en dessous des prises d'entrée qu'ils ont fait. Et peut-être qu'en 2021, on était plutôt sur les early, parce que nous, on était rentrés courant 2017. Et ce qui fait qu'on était quand même dans le positif. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés en 2020-2021 qui sont encore dans le trou. Et je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Ouais. Non, moi, je parlais vraiment du contexte juste par rapport à BTC. Tu vois, de se dire qu'en fait, cette correction-là, les gens se disaient c'est bon, on part en bear parce que en fait, c'était une correction qui n'était pas normale sur une catégorie de bull run. Mais la partie alt en 2021, là, ça n'avait rien à voir. Là, ici, tu avais un Ether, on peut regarder la charte. Hein. La charte de l'Ether, je veux dire, tu prends mars 2020, il était à 89 balles. Tu prends en mai, là où il y a eu la correction du Bitcoin, il était à 4500. Hein. Donc, et même après correction, il est descendu à combien même après correction? Il est descendu à 1600, tu vois, 1600, 1700. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, c'est qu'effectivement, si ça n'a rien à voir. Aux alentours des $100, tu étais déjà sur ton x15, alors qu'aujourd'hui, si tu es rentré même en 2022, je sais pas, tu dois avoir 200 ou 300 $ de profit. Et je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, dans l'aspect psychologique qui impacte. Bah là, en fait, sur ce cycle, là où c'est vraiment différent, et pour moi, c'est lié, je te dis, au cycle de liquidité et tout, et le contexte macro aussi, c'est qu'en fait, si tu n'étais pas full BTC, a priori, on peut garder l'état de ton portefeuille, tu t'es fait éclater. En fait, c'est ça, hein, globalement. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a très peu d'alts qui ont surperformé le BTC. Il y a toujours qui vont te dire ouais, le mien, il a surperformé. Ok, très bien, cool pour toi. Mais globalement, la grosse majorité des alts, ils n'ont pas surperformé, ils ont sous-performé. Voilà. Et c'est la charte qu'on voit. Hein. La charte Ether Bitcoin. Regarde, j'étais là tout à l'heure. Si je vais dézoomer un peu. Hein. Ah non, mais elle est éclatée. Non, mais elle est éclatée. On est bien d'accord. Regardez. On est bien d'accord. Ether Bitcoin. Et là, pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on se dirait qu'il y aurait un point bas. Hein. Moi, je vous ai tracé une zone que je surveille qui est en fait le point bas du cycle précédent, qui est en lien avec la fin du quantitative tightening. Regardez, pile au moment où on a eu la fin du quantitative tightening, on a atteint un bottom avec une mèche ici, d'accord, sur la partie Ether Bitcoin et donc Alt Bitcoin. Et ensuite, hop, impression monétaire, on repart en bull run. Là, pour l'instant, on est toujours sur des restrictions de liquidité, toujours en quantitative tightening, ça baisse. Et tant qu'on restera là-dedans, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas de baisser. Par contre, là où ça interroge, c'est que si ça continue de baisser, là, on va casser la tendance long terme. Parce que jusqu'à présent, on était quand même sur la partie Ether, sur des points bas de plus en plus hauts et des points hauts qui étaient normalement censés être de plus en plus hauts, même si ça n'a pas été le cas sur le cycle d'avant. En tout cas, des points bas de plus en plus hauts. Si on vient casser ce niveau-là et qu'on vient clôturer en dessous, alors soit on verra que par la suite, ça sera un Black Swan et que ça aura été l'opportunité du siècle pour racheter, soit c'est pas le cas et on avale la grenouille. Quoi. C'est aussi ça le truc. Ça a été l'opportunité qui aura rincé tout le monde. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Pour l'instant, on est entre deux eaux. Voilà. On vous présente des éléments. Après, évidemment, vous ferez votre propre idée là-dessus. Et on partage ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T dans la partie accompagnement pour ceux qui sont perdus et qui veulent se faire accompagner durant tout un cycle aussi. N'hésitez pas. Là, nous, on vous présente des infos. Après, vous ferez votre propre idée. Sur la partie alt par rapport à Bitcoin, là, pareil, hein, j'ai tracé les différents niveaux que j'étudie. J'aime pas tracer juste une droite avec un prix particulier parce que moi, je raisonne plutôt en forme de zone. Je ne suis pas le plus gros spécialiste de la partie analyse technique. Je pense que vous l'avez remarqué quand même, les gars. Mais je préfère mieux regarder en termes de zone parce que je trouve que ça a plus de sens, en fait, d'avoir un range en fait de prix plutôt que de regarder juste un prix parce que tu peux avoir des mèches et tout. Ça t'oblige à regarder sur des horizons de temps plus courts aussi. Tu vois, je regarde en weekly, mais il faudrait regarder en journalier, il faudrait regarder aussi en heure et tout pour faire les trucs. Et ça, j'avoue que ça a tendance à me casser les couilles. C'est surtout que c'est pas dans un intérêt si tu es sur le long terme, en fait.
Ouais, c'est L'idée, ça. c'est de voir plutôt les tendances qui s'en dégagent et pas de regarder à l'heure près ou à la minute près. Sinon, tu finis complètement cramé et surtout, tu prends des décisions qui sont contraires à tes intérêts. Et comme tu Donc dis, pour si tu es vraiment l'instant, positionné de long terme, que tu achètes à 1200, 1400, 1500 l'Ether, ça reste une opportunité, en fait. et Et les pour mecs, ils vont se dire: «Ah l'instant, non, mais moi, j'ai acheté à 1455, moi, j'ai acheté à ah 1445». oui, c'est ça. Puis Ouais, c'est ça. on s'en fout, en fait. C'est clair. Et donc là, sur la partie alt par rapport à Bitcoin, d'accord. Donc là, on a quand même un niveau normalement avec une zone de support qu'on devrait pouvoir trouver, mais là, a priori, si on change pas le contexte macro, je vois pas pourquoi ça resterait ici. Donc après, il y a deux autres niveaux que je vous ai placés là, et on va les suivre, d'accord. On verra tout ça ensemble. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je vais pas vous remontrer le total des cryptos. Enfin, il y a plein de niveaux que je vous avais déjà montré, hein, le total des cryptos en excluant le Bitcoin en dollars ou en regardant que le top 10 ou en excluant le top 10. Bon, c'est à peu près les mêmes charts graphiques, d'accord. Je vous les ai montrés la semaine dernière. Moi, il y a un graphique que je voulais vous présenter. C'est celui-ci. Voilà. Et ça, par contre, je le trouve super pertinent, cet indicateur. C'est-à-dire que c'est la somme entre la dominance du Bitcoin, la dominance de l'USDT et la dominance de l'USDC. On fait la somme de ces indicateurs-là. Et historiquement parlant, le top a été atteint sur décembre 2020, début 2021, avec une mèche qui est montée à 76%. D'accord. Donc, on a additionné les stablecoins, les deux plus gros, USDC, USDT et la dominance du Bitcoin. Et moi, je vous ai tracé cette zone-là et je vous ai dit le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne la toucher. Donc, on verra. Est-ce qu'il va y avoir des mèches qui vont monter au-dessus ou est-ce qu'on va encore monter beaucoup plus haut? Ça reste possible. Mais je vous avais dit qu'un bottom, pour moi, serait très difficilement atteint si on n'allait pas titiller la bande supérieure. Parce qu'en fait, finalement, c'est une autre perspective, c'est une autre manière de voir les choses. C'est que pour atteindre un bottom sur les altes, il faut qu'ils aient suffisamment saigné. Et en fait, ça a été le cas ici parce qu'aussi, ça a été en lien avec les politiques monétaires. C'est ça aussi qui est un peu compliqué. Mais en tout cas, là, on commence à se rapprocher de la zone de 2020-2021, hein, fin 2020, début 2021, où au final, après, on a eu la rotation de la dominance du Bitcoin. Regardez, hein. Là, quand ça a baissé, c'est que du coup, on a eu une baisse de la dominance des plus gros stablecoins et du Bitcoin au profit des alts. C'est pile à ce moment-là où les alts ont extrêmement bien performé. Regardez, hein. Pile à partir de ce moment-là, on avait atteint le bottom et on est reparti à la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quand on prend le total 3, USDC, USDT, donc total 3, c'est on prend le marché crypto, on exclut le Bitcoin, l'Ether et on exclut l'USDC et l'USDT par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est toujours en train de saigner. En fait, depuis 2021, depuis août 2021, on fait que saigner. C'est-à-dire que les alts font que saigner par rapport à Bitcoin. Et le plus bas qu'on avait atteint avant qu'on ait la remise en place de la planche à billets et qu'on ait eu le super bull run, la Altigen et tout, vous voyez jusqu'où on est descendu. Hein. On est descendu jusqu'à 0,18. Là, aujourd'hui, on est à 0,33. C'est pour ça que je vous dis que là, j'ai tracé une zone, mais tout à fait possible qu'on vienne chercher plus bas. Hein. Donc, voilà. Un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui d'un point de vue macro. Et en termes de liquidité aussi, je pense que c'est important. Je vous en ai beaucoup parlé aussi avec Théo. Les injections Zoom un de petit peu. liquidité. Excuse-moi de te couper. Zoom un petit peu sur le graphique, sinon on le voit pas bien. Nickel. Voilà. Les injections de liquidité qu'on a eues sur les cycles d'avant par rapport à aujourd'hui n'ont rien à voir. D'accord. Regardez, là, sur 2020, enfin 2016, 2017, 2018, les injections de liquidité de M2 qu'on a eues. 2021, ça a été énorme. Quand même, la quantité de dollars, je crois que c'est 45% de tous les dollars en circulation ont été émis sur 2 ans depuis la création de la Fed, en fait. Donc, sur 2020-2021, on a eu 45% de tous les dollars en circulation si on prend l'émission des dollars depuis la création de la Fed. C'est quand même un truc de fou. Post-Covid, ouais, ils ont fait tourner à plein régime. Hein. Mais à plein tous, régime. hein, pas que les US. Hein. Ouais. Et on n'a pas dépassé les 100 000. Hein. C'est-à-dire que même dans un contexte macro où on avait des taux bas, des taux d'intérêt négatifs et une planche à billets énorme, on n'a même pas pu dépasser les 100 000. Là, regardez quand même, avec un marché qui est quand même assez différent, avec très peu de liquidité, très peu d'impression monétaire, on a quand même eu un Bitcoin qui a dépassé les 100 000. Mais en fait, c'est le seul qui a profité des peu d'injections de liquidité parce que c'était la porte d'entrée directe aux instituts via les ETF. En fait, globalement, c'est principalement ça. Hein. D'accord. Le peu de liquidité qu'il y avait, en fait, c'est venu se parquer sur Bitcoin et très peu sur l'Ether parce que tant qu'il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'intérêt à aller sur la partie alt. Donc, on va suivre ça. Hein. L'AM2 aujourd'hui est très, très corrélé sur la partie crypto. Mais dans un contexte macro comme ça, il y en a beaucoup qui remettent en question la partie M2 aussi, de se dire, en fait, si on est dans un contexte macro qui est pas top, pourquoi cette M2 irait forcément se parquer sur la partie crypto? C'est une vraie question. Mais au final, cette question, on peut se la poser aussi sur la partie Covid. Hein.
Je veux dire, quand il y avait plein d'entreprises qui ne pouvaient pas bosser, plein de gens qui étaient au chômage, où il y avait plein de problèmes d'un point de vue macro aussi, quand il y a eu l'hélicoptère money et quand on a commencé à donner des chèques un peu à tout le monde, même aux États-Unis, il y a une partie de cet argent-là qui allait se parquer en crypto. Hein. D'accord. Donc voilà, un des Ce qui est indicateurs assez assurants. surprenant parce que je sais plus, il y a un économiste qui a sorti justement une loi sur ça, où il disait qu'effectivement, quand l'avenir était incertain, quand les personnes recevaient comme ça de l'argent, on va dire gratuitement, entre guillemets, de la part du gouvernement, ils avaient tendance à le stocker plutôt qu'à aller le dépenser. D'où les économies qui sont plus ou moins importantes en Europe et d'où l'importance qu'a le gouvernement européen d'aller essayer de saisir ces économies qui sont de côté. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une petite partie des personnes qui avaient investi en crypto, mais s'il y a de l'argent qui tombe un peu comme ça du ciel et avec un futur qui est toujours aussi incertain, d'un point de vue économique, avec potentiellement des hausses d'impôts, avec une inflation courante, je ne suis pas sûr que ça vienne se déverser tout de suite dans l'économie et dans le secteur des cryptos. Je pense Ah qu'il bah y aura un non, ça certain met, temps non, mais de d'attente toute façon, ça met un avant qu'il y ait temps. une certaine confiance en Ah fait oui. qui soit mise en place. Ah oui. Il y a plusieurs, modèles qu'on a présentés avec Théo, avec des offsets en fait de data sur la partie M2, et celui où il y a une plus forte corrélation pour l'instant sur 12 mois avec le Bitcoin, c'est sur l'offset à 108 jours. C'est un décalage de 108 jours entre l'augmentation de la M2 et son impact potentiellement sur le Bitcoin. Donc on va voir. En fait, là, pour l'instant, on est vraiment en train de suivre le modèle M2 sur le court terme. Donc on va voir. Est-ce que là, en tout cas, ce qu'on est en train d'observer, c'est une augmentation de la M2 et un dépassement de l'ATH, parce que c'est pas parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas décidé d'imprimer que dans les autres pays, ils ne le font pas. En Chine, ils ont déjà commencé à le faire et dans plein d'autres pays aussi. Et on a vu là depuis les 3 mois précédents qu'une augmentation de la partie M2. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent d'un rallye sur la partie en fait estivale, parce qu'en fait, ça coïnciderait avec l'offset des 108 jours sur la partie M2 par rapport à Bitcoin. Et que si on suit ce modèle-là, on devrait voir une augmentation et un dépassement de l'ATH sur la période estivale. Voilà. C'est ce scénario. Après, évidemment, c'est évidemment remis en question. Il n'y a pas que cet indicateur à analyser, mais ça reste quand même pour moi un indicateur intéressant à surveiller.